Loi 25, le registre et la réponse d'incidents qui doivent fonctionner. Il est 10h17 un mardi matin. Amélie veut envoyer à son comptable un fichier qui contient les coordonnées de clients, des numéros de facture et quelques notes de paiement. L'adresse se complète automatiquement. Elle clique sur « Envoyer », puis elle voit le nom du destinataire. Ce n'est pas son comptable. C'est un ancien fournisseur qui porte presque le même prénom. Mélanie, j'ai besoin de toi tout de suite. J'ai envoyé le fichier au mauvais Marc. Le lien est peut-être encore actif. Je ne sais pas s'il l'a ouvert. À cet instant, la qualité de la réponse ne dépend pas d'un cartable de politique. Elle dépend de 5 choses très concrètes. Qui prend le contrôle, comment on limite l'accès, quels faits on conserve, comment on évalue le risque et où l'incident est inscrit. Dans cet épisode, on va suivre la première heure de cette situation. On va séparer ce qu'il faut faire immédiatement de ce qu'il faut décider ensuite. Et on va terminer avec une carte de réponse d'une page que l'équipe peut réellement utiliser quand le stress monte. Un incident de confidentialité ne se limite pas à un pirate informatique. La Commission d'accès à l'information décrit plusieurs formes. Un accès non autorisé, une utilisation non autorisée, une communication non autorisée, la perte d'un renseignement personnel ou une autre atteinte à sa protection. Le fichier envoyé au mauvais destinataire peut donc être un incident, même si personne n'a forcé un mot de passe et même si l'erreur a duré quelques minutes. La bonne première question n'est pas « Est-ce que c'est assez grave pour en parler ?» La bonne question est « Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut encore arrêter ?» Mélanie, la propriétaire, est aussi la responsable désignée de la protection des renseignements personnels. Son nom et ses coordonnées sont déjà accessibles sur le site de l'entreprise. Elle prend la direction de la réponse. Chansancy. On ne cherche pas un coupable. On ferme d'abord l'accès. Après, on reconstruit ce qui s'est passé. Amélie, reste avec moi et montre-moi exactement ce que tu as envoyé. Première action. Mélanie révoque le lien de partage. Si le fichier était joint directement, cette action ne suffit pas. Elle note alors qu'une copie peut déjà exister chez le destinataire. Deuxième action, elle appelle le mauvais Marc avec un message simple. Elle lui demande de ne pas ouvrir le fichier ou de le supprimer s'il l'a reçu, puis de confirmer ce qu'il a fait. Elle ne lui envoie pas une deuxième copie pour lui montrer laquelle supprimer. Troisième action, elle protège les faits. Heure d'envoi, adresse utilisée, nom du fichier, personne touchée, type de renseignement, journal du lien et réponse du destinataire. Elle ne modifie pas l'historique pour que l'erreur ait l'air moins grave. La CAI demande à l'entreprise de prendre des mesures raisonnables pour diminuer le risque de préjudice et éviter que de nouveaux incidents semblables se produisent. Cela commence par une réponse rapide, même si toute l'information n'est pas encore connue. À 10h29, Mélanie ouvre une fiche d'incident. Elle ne coche pas encore « sérieux » ou « non sérieux ». Elle remplit d'abord 6 questions. Qui est touché? Dans notre cas, 43 clients. Quoi? Des noms, des adresses de courriel, des montants de facture et des notes indiquant qu'un paiement est en retard. Aucun numéro d'assurance sociale ni numéro de carte de paiement n'apparaît dans le fichier. Quand? Le courriel est parti à 10h17. Le lien a été révoqué à 10h24. Où? Le fichier était hébergé dans le service info-nuagique de l'entreprise et partagé à une adresse externe. Combien? 43 personnes sont identifiées. Mélanie inscrit ce nombre au lieu d'écrire « quelques clients ». Pourquoi? La saisie automatique a choisi un contact semblable et aucun contrôle ne demandait une confirmation pour un destinataire externe. Cette chronologie change la discussion. L'équipe ne débat plus à partir d'une impression. Elle travaille avec une fenêtre d'exposition de 7 minutes, un destinataire identifié, un fichier précis et une liste claire des renseignements concernés. La décision importante n'est pas prise avec une couleur rouge ou verte choisie au hasard. L'évaluation considère notamment 3 facteurs: la sensibilité des renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu'ils soient utilisés à des fins préjudiciables. La responsable de la protection des renseignements personnels doit être consultée. Premier facteur, la sensibilité. Des coordonnées de base ne présentent pas le même risque que des renseignements médicaux, financiers détaillés ou des pièces d'identité. Ici, les notes sur des paiements en retard ajoutent une dimension financière et potentiellement embarrassante. Deuxième facteur, les conséquences possibles. Est-ce que le fichier pourrait servir à frauder, à cibler des clients,
à leur causer une perte financière, à nuire à leur réputation ou à révéler une situation privée? Troisième facteur, la probabilité d'une utilisation préjudiciable. Le destinataire est-il connu? A-t-il ouvert ou téléchargé le fichier? A-t-il confirmé la suppression? Le lien a-t-il été transféré? Les journaux montrent-ils un accès? À 10h38, le mauvais Marc rappelle. Il dit avoir aperçu le message sur son téléphone sans ouvrir le lien, puis il confirme la suppression du courriel. Le journal du service infonuagique ne montre aucun accès au fichier. Ces faits réduisent la probabilité d'un usage préjudiciable. Ils ne font pas disparaître l'incident et ils ne remplacent pas l'évaluation documentée. Si l'incident présente un risque de préjudice sérieux, l'entreprise doit s'empresser d'en aviser la CAI par écrit et informer les personnes concernées, sous réserve de l'exception décrite par la CAI lorsqu'un avis risquerait d'entraver une enquête. Visualisez la décision comme une porte, pas comme une pente glissante. D'un côté, risque sérieux, avis à la CAI et avis aux personnes concernées. De l'autre, risque non sérieux selon l'évaluation documentée. Pas d'avis automatique imposé par cette règle. Mais dans les deux cas, l'incident entre au registre. Ce point évite deux erreurs opposées. La première serait de cacher une situation sérieuse parce qu'elle est embarrassante. La deuxième serait d'envoyer un avis alarmant à tous les clients avant même de savoir quels renseignements étaient présents, qui y a eu accès et quels risques existent réellement. Pour une situation complexe, l'entreprise peut avoir besoin d'un avis juridique adapté. Cette vidéo donne une méthode opérationnelle. Elle ne tranche pas le niveau de risque d'un incident réel à votre place. Toute entreprise doit tenir un registre de tous les incidents de confidentialité impliquant des renseignements personnels, y compris ceux qui ne présentent pas un risque de préjudice sérieux. Le registre doit être mis à jour et conservé au moins 5 ans après le moment où l'entreprise a pris connaissance de l'incident. Dans la fiche de Mélanie, on retrouve la description des renseignements, les circonstances, la date de l'incident, la date de découverte, le nombre de personnes touchées, l'analyse du risque, les avis transmis s'il y en a, et les mesures prises pour réduire le risque. Le registre ne sert donc pas seulement à prouver qu'une erreur a existé. Il permet de voir les répétitions. 3 courriels envoyés au mauvais destinataire en 6 mois révèlent peut-être un problème de processus, même si chaque incident pris séparément semblait limité. Le fichier était conservé chez un fournisseur infonuagique. Est-ce que cela transfère la responsabilité? Non. La CAI précise que l'entreprise demeure responsable de ses obligations lorsque des renseignements sont conservés par un tiers pour son compte, mesures à prendre, registres à tenir, mise à jour et avis à transmettre lorsque requis. Cela ne veut pas dire que le fournisseur est inutile. Il peut fournir les journaux d'accès, révoquer un jeton, confirmer l'emplacement des données et aider à contenir l'incident. Mais la chaîne de réponse doit déjà dire qui l'appelle, quel numéro utiliser, quelle preuve demander et qui prend la décision finale. Une adresse générique comme support@fournisseur.com n'est pas un plan d'urgence si personne ne connaît le numéro de contrat ni le niveau de service prévu. Mélanie transforme maintenant l'incident en une carte d'une page. Ce n'est pas un formulaire officiel, c'est un outil de fonctionnement inspiré des obligations et des guides de la CAI. Bloc 1, responsable et remplaçant. Un nom, un numéro direct et la personne qui prend le relais si la responsable est absente. Bloc 2, contenir, révoquer l'accès, isoler le compte ou l'appareil si nécessaire, contacter le destinataire et empêcher une nouvelle communication. Bloc 3, préserver les faits, heures, système, personnes, renseignements, journaux, copies, captures et actions déjà prises. Bloc 4, évaluer. Sensibilité, conséquences possibles, probabilité d'usage préjudiciable, nombre de personnes et consultation de la responsable. Bloc 5, décider et inscrire. Heure de la prochaine décision, besoin d'avis, responsable de chaque communication, entrée au registre et mesures de prévention. La carte finit par une question simple. Quand refait-on le point? Une réponse à 10h30 peut changer à midi si un journal montre que le fichier a été téléchargé. Le dossier doit pouvoir évoluer sans perdre la première chronologie. À 11h04, la première heure est terminée. Le lien est fermé, les faits sont préservés, le risque est évalué, l'entrée au registre est créée et la prochaine décision est assignée. Mélanie ajoute ensuite 3 corrections, une alerte pour tout destinataire externe, un dossier de partage distinct pour les fichiers contenant des renseignements personnels
et une courte répétition trimestrielle de la carte d'incident. Elle ne termine pas la réunion en humiliant Amélie. Si chaque personne qui signale rapidement une erreur devient le problème, la prochaine erreur restera cachée plus longtemps. Merci de l'avoir dit tout de suite. On va corriger le système, puis on va refaire l'exercice ensemble. La prochaine fois, je veux que tout le monde sache quoi faire dans les 5 premières minutes. Une bonne réponse à un incident n'est ni le silence ni la panique. C'est une suite d'actions observables. Contenez ce qui peut encore l'être. Préservez les faits avant de conclure. Évaluez la sensibilité, les conséquences et la probabilité d'un usage préjudiciable. Avisez lorsque le risque sérieux l'exige. Inscrivez tous les incidents au registre. Et gardez la responsabilité active même lorsqu'un fournisseur héberge les données. Votre meilleur test est simple. Donnez à un membre de l'équipe un scénario de courriel à envoyer au mauvais destinataire. Peut-il trouver le responsable, révoquer l'accès, conserver les faits et ouvrir l'entrée au registre sans improviser? Si la réponse est non, ce n'est pas une raison de paniquer. C'est le prochain processus à construire. C'était notre épisode sur la réponse aux incidents de confidentialité. Nommez votre responsable, préparez la carte de la première heure et testez-la avant qu'un vrai courriel parte à la mauvaise adresse. À la prochaine sur Impact Biz.